Bienvenue. Aujourd'hui, on fait un petit plongeon dans un sujet assez fascinant. Ah oui, Cette idée d'une énergie un peu invisible, quoi, qui circulerait en nous, organisée autour de centres, les fameux chakras. oui, un concept très ancien, effectivement. Exactement. Et on va explorer ça en se basant sur l'article Les chakras. Origine, histoire et tradition à travers le monde. L'idée, c'est de voir d'où ça sort, comment ça a voyagé, évolué. Tout à fait. Et ça remonte vraiment loin. Dans les Védas hindous, on parle de plus de 3000 ans. 3000 ans déjà. Oui, oui. Ces textes anciens, ils mentionnent déjà le prana. L'énergie vitale, c'est ça. C'est ça. Le prana, qui circule par des canaux, les nadis, il y en a même trois principaux qui reviennent souvent, Ida, Pingala, et puis le central, Sushmuna. D'accord. Une sorte de cartographie énergétique qui date pas d'hier, quoi. Mais alors, comment on est passé de ça au système des 7 chakras principaux qu'on voit partout maintenant? Ça s'est précisé un peu plus tard, avec les Upanishads, surtout celles liées au yoga. Ok. Et puis ça a été vraiment développé dans le tantrisme. Là, les 7 chakras, ça devient une structure, une sorte d'échelle pour l'éveil spirituel. Une échelle. Oui, pour l'ascension de l'énergie Kundalini, cette énergie levée à la base de la colonne. Et dans l'hindouisme, c'est très riche. Chaque chakra est associé à un élément, une divinité, une fonction bien précise. Ah oui, une vision très holistique. Voilà, le but c'est l'harmonisation globale de l'être. Et le bouddhisme là-dedans, ils reprennent l'idée telle quelle ou c'est différent? L'approche est un peu, disons, nuancée. Mhm, Les chakras sont bien là, comme des roues d'énergie. mhm. Mais souvent, la portée est plus symbolique. C'est vu comme des étapes de transformation intérieure pendant la méditation, des paliers pour aller vers l'illumination. Moins physiologique peut-être. Moins détaillé physiologiquement que dans certaines branches hindoues, oui. Mais le fond, ça reste cette quête d'équilibre intérieur, de transformation. C'est intéressant. Et l'article parle de parallèles dans d'autres cultures. Est-ce qu'on sait si c'est une influence directe ou juste des idées similaires qui émergent? C'est la grande question, ça. Excellente question. Prenons la médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Oui, Eux, ils ont leur propre système. Le qi, l'énergie vitale, qui circule par les méridiens. C'est pas des chakras. d'accord. Oui, mais ce qui est troublant, c'est que certains points d'acupuncture majeurs, eh bien, ils correspondent géographiquement aux emplacements des chakras. Ah, quand même. Oui, mais attention, prana et chi, même si c'est de l'énergie vitale, c'est pas tout à fait pareil. Le prana est souvent lié à la respiration, à l'énergie cosmique. Le chi, lui, il circule dans des trajets bien définis, les méridiens, qui sont connectés aux organes. Donc, des concepts distincts, mais avec des points de convergence possibles. Fascinant. Et en Occident, alors, on trouve des échos de cette idée de centre énergétique? Oui, on peut trouver des parallèles dans certaines traditions ésotériques. Par exemple, la Kabbale. La Kabbale. Oui, avec l'arbre de vie et ses séphirotes. Ce sont des sphères qui représentent des émanations divines ou des états de conscience. C'est pas la même chose, hein, mais l'idée de cheminer, de progresser spirituellement par étapes, ça peut faire écho. Une sorte de parcours initiatique. Exactement. Et pareil pour l'hermétisme ou l'alchimie qui parle de transmutation intérieure. C'est un cheminement symbolique, un travail sur soi par palier, énergétique ou spirituel. Ça rappelle cette idée. Et si on regarde du côté des traditions plus connectées à la terre, je pense aux peuples autochtones, par exemple. Absolument. On trouve là aussi des visions du monde où l'énergie et les cycles sont centraux. La roue de médecine amérindienne, par exemple. Ouais. Elle connecte les directions, les éléments, les saisons, les étapes de la vie. Et dans certains savoirs chamaniques, on parle aussi de centres de pouvoir dans le corps, qui sont liés aux forces de la nature, à la terre-mère. Une vision où l'énergie personnelle et celle du monde sont inséparables. Tout à fait. C'est une perspective très intégrée. D'accord. Donc on a ce concept ancien qui résonne un peu partout sous des formes diverses. Mais comment ça se fait que ça soit devenu si populaire en Occident, assez récemment finalement? Alors ça, c'est beaucoup lié au mouvement New Age, au XXe siècle. Ah, le New Age. Oui, c'est là que ça s'est vraiment popularisé. Souvent en associant les chakras à des couleurs spécifiques, à des cristaux, ce genre de choses. Mais est-ce que cette popularisation, justement, n'a pas un peu simplifié à l'extrême, voire un peu banalisé un concept qui était au départ très profond, très spirituel? C'est un risque, oui, clairement. La simplification peut faire perdre la richesse, la complexité originelle. C'est vrai. Hmm, Mais en parallèle, il y a eu aussi des tentatives d'intégration plus nuancées.
Carl Jung, par exemple. Le psychologue. Oui, le psychanalyste, il a vu dans les chakras une sorte de carte symbolique très puissante du développement psychologique humain. Intéressant. Comment ça? Pour lui, le premier chakra, en Muladhara, le chakra racine, ça pouvait représenter l'intégration de l'ombre, de l'instinct, une étape fondamentale avant de pouvoir s'élever vers des niveaux de conscience, disons, plus spirituels. Une lecture psychologique, en somme. D'accord. Et les tentatives scientifiques dans tout ça, on en parle un peu? Oui, il y a eu des explorations, souvent assez controversées, faut le dire, J'imagine. du côté de la bioénergie ou même de la physique quantique, pour essayer de mesurer, d'expliquer ces phénomènes énergétiques. Mais bon, on reste dans un domaine où les preuves scientifiques tangibles, c'est compliqué à établir. Ça reste sujet à débat. D'accord. Donc si on revient aujourd'hui, concrètement, comment ce système des chakras est utilisé? C'est quoi les pratiques actuelles? Eh bien, c'est devenu un outil assez courant dans diverses approches de bien-être. Le Kundalini Yoga, par exemple, qui vise spécifiquement l'éveil de cette énergie. Oui, Il y a aussi beaucoup de méditations guidées, avec des visualisations, des mantras pour chaque chakra. Et puis, des pratiques comme la lithothérapie, avec les pierres, ou la chromothérapie, avec les couleurs, qui postulent une influence sur l'équilibre des chakras. Donc, plein d'applications modernes. oui, l'idée générale, c'est de s'en servir comme un support pour mieux se connaître, pour explorer son monde intérieur et chercher une forme d'harmonie. Ok. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, on part d'un concept spirituel très ancien, assez complexe à la base, Oui. qui voyage à travers les cultures, qui trouve des échos un peu partout, parfois se simplifie avec le temps, Mhm. mais qui s'adapte aussi pour devenir aujourd'hui un outil moderne pour l'introspection, la quête d'équilibre personnel. C'est une excellente synthèse de ce parcours, oui. De la métaphysique hindoue jusqu'aux approches psy ou aux pratiques de bien-être actuelles, Mhm. le fil conducteur, ça reste cette exploration de notre paysage intérieur. Peu importe comment on l'appelle. Énergie, conscience, psyché. C'est ça. Et peut-être pour finir, une petite pensée à emporter avec soi. Oui. Comment est-ce que la simple prise de conscience de ces systèmes, qu'on y croit de manière spirituelle, qu'on les voit comme des symboles psychologiques ou juste comme une grille de lecture, comment cette conscience pourrait au quotidien changer notre perception du bien-être, notre connexion à nous-mêmes et peut-être au monde qui nous entoure? Hmm. C'est une belle question pour continuer la réflexion personnelle. Voilà. De quoi méditer peut-être.